Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, Tidjane Thiam réélu sans surprise à la tête du PDCI 2 jours après sa démission. Le principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire avait organisé ce nouveau vote pour faire face à une procédure judiciaire qui contestait son élection en 2023. Un ancien président condamné par la justice en Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé le pays de 2008 à 2019, a été condamné ce mercredi à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Les détails à suivre. Enfin, au Kenya, une affaire inédite et surprenante. 4 adolescents ont été condamnés pour un trafic de fourmis interpellés le 5 avril dernier. Ils avaient tenté de faire sortir illégalement du pays plus de 5000 fourmis reines. Le reportage en fin d'édition. On ouvre ce journal en Côte d'Ivoire où Tidjane Thiam a été réélu sans surprise à la présidence du PDCI. 2 jours après avoir démissionné de ce même poste, l'objectif de ce scrutin était d'anticiper une décision de justice qui risquait d'invalider son élection de décembre 2023. Les explications de notre correspondance Julia Guggenheim. Ils étaient un peu moins de 10 000 membres statutaires du PDCI appelés aux urnes ce mercredi pour une élection, il faut bien le dire, qui était totalement dépourvue de suspense. C'était une formalité pour Tidjane Thiam, candidat unique qui a renoncé à la présidence du PDCI il y a de cela 3 jours. Mais c'est surtout une manœuvre pour lui éviter d'être destitué de la tête de son parti ce jeudi lors du procès qui l'oppose à Valérie Yapo, une militante dissidente du PDCI. Elle lui reproche en effet de ne pas avoir été ivoirien au moment de son élection en décembre 2023, ce que lui nie, mais ce que la justice ivoirienne a en quelque sorte déjà acté, puisqu'elle a ordonné sa radiation de la liste électorale le 22 avril dernier pour un motif tout à fait similaire. Elle a estimé en effet qu'il n'était plus ivoirien depuis sa naturalisation en 1987. Le ministère de la Justice ivoirien a par ailleurs affirmé que Tidjane Thiam était redevenu ivoirien en mars 2025 au moment où il a abandonné sa nationalité française. Ce congrès permet donc à Tidjane Thiam d'être réélu à un moment où sa nationalité ivoirienne n'est pas contestée, mais pour autant il n'est pas encore totalement sorti d'affaire. Valérie Yapo pourrait l'attaquer sur sa légitimité avec d'autres motifs, comme elle l'a déjà fait par le passé. Et même si l'issue de cette deuxième procédure venait à être positive, Tidjane Thiam est toujours inéligible depuis que la justice a ordonné sa radiation de la liste électorale. Autre titre de ce journal, la condamnation en appel ce mercredi de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé le pays de 2008 à 2019 et avait été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. Les détails avec Eliman Dao. Mohamed Ould Abdelaziz était jugé depuis novembre 2024 en appel pour, je cite, avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense lorsqu'il était président de la Mauritanie entre 2008 et 2019. Il comparaissait aux côtés d'autres anciens hauts responsables mauritaniens, d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres ou encore des proches pour enrichissement illicite ou encore blanchiment. La Cour a également confirmé la confiscation de ses biens ainsi que sa déchéance de ses droits civiques. Ses avocats estiment que cette décision a émané d'une cour à laquelle l'ancien président mauritanien n'est pas justiciable. Selon eux, seule la haute cour de justice est habilitée à juger un ancien président de la République en Mauritanie. Les avocats de l'État mauritanien, de leur côté, avaient pointé le fait que Mohamed Ould Abdelaziz a été incapable de justifier l'origine de sa fortune. Cette affaire n'est pas encore à son épilogue car les avocats de Mohamed Ould Abdelaziz ont annoncé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Nouvelle étape dans la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Dimanche, Alger a annoncé le rapatriement de 15 agents français. La riposte de Paris ne s'est pas fait attendre. Ce mercredi, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé le renvoi de plusieurs fonctionnaires algériens et la possibilité de nouvelles actions si la situation venait à se dégrader davantage. Le récit de Sophie Samaï. La réponse était attendue. La riposte immédiate. Après la demande de rapatriement de 15 agents français par les autorités algériennes ce dimanche,
La France applique la stricte réciprocité. Que notre réponse est immédiate, qu'elle est ferme et qu'elle est strictement proportionnée à ce stade avec la même demande, c'est-à-dire le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa. Une nouvelle étape dans une brouille diplomatique qui dure depuis des mois. En juillet 2024, le président français Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté marocaine sur la région du Sahara occidental, une zone qu'elle considérait autrefois comme un territoire non autonome, tout comme l'ONU. L'Algérie voisine y voit une trahison et depuis, les épisodes de tension se multiplient et s'intensifient malgré plusieurs tentatives de réconciliation, comme celle orchestrée fin mars par les deux présidents Macron et Tebboune. Expulsion de fonctionnaires français puis d'agents diplomatiques algériens, les deux pays se rendent l'appareil à chaque occasion. Ces derniers mois, les relations se sont également détériorées avec l'arrestation par l'Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pour atteinte à la sécurité nationale. Depuis 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, jamais les relations avec l'ancienne colonie française n'ont été aussi tendues. Au Mali, une centaine de personnes ont manifesté mardi et mercredi dans le village de Diafarabé, dans le centre du pays. Ils protestaient contre l'enlèvement d'une trentaine de villageois arrêtés lundi par des hommes en tenue militaire, selon plusieurs témoins. Les explications de notre correspondant régional, Serge Daniel. Les faits se sont déroulés dans une petite localité du centre du Mali du nom de Diafarabé. Diafarabé est une petite île et on y accède essentiellement par pinasse. Jour de marché dans cette localité, des hommes habillés en tenue militaire arrivent sur les lieux, ciblent tout de suite, il y a quelques dizaines d'hommes, les arrêtent et repartent de la localité avec eux. Et depuis, plusieurs manifestations se sont succédées. Des populations locales ont manifesté pour avoir des nouvelles des personnes enlevées. Des populations locales inquiètes, mais également des élus qui sont inquiets. L'un d'eux, interrogé par nos soins, pose des questions. Pourquoi peut-on venir enlever comme ça des civils alors qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ont envie de faire, alors qu'ils sont au marché? Pourquoi s'agit-il, s'interroge le même élu, s'agit-il d'amalgame? C'est une expression pour dire là-bas que des civils qui sont soupçonnés d'être des terroristes sont arrêtés parfois de manière injuste. Cet élu demande aux autorités maliennes de faire la lumière sur cette affaire, toute la lumière sur cette affaire. On en vient à cette histoire assez surprenante et inédite au Kenya. Un tribunal a condamné 4 hommes pour trafic de fourmis rares. Le groupe composé de 2 Belges, un Vietnamien et un Kenyan a été interpellé le 5 avril dernier en possession de 5000 fourmis reines d'une valeur marchande estimée à environ 7 700 $. Le reportage à Nairobi d'Olivia Bizot et Clément Diromar. 4 suspects arrêtés avec plus de 5000 reines fourmis. Ils prétendent être des collectionneurs, mais ces insectes se revendent jusqu'à 800 000 € sur le marché noir. Il n'y a absolument aucune raison valable de se retrouver avec 5000 reines fourmis. Cela dépasse largement le cadre d'un loisir. Si cela concernait une espèce plus grande, avec 5000 individus d'un sexe spécifique capturés, on parlerait de proportions visant l'extinction. Le trafic d'animaux sauvages évolue, des gros mammifères vers les plus petites espèces. Ce chercheur étudie les insectes. Il affirme que le déplacement des fourmis peut déstabiliser des écosystèmes. Lorsque les fourmis ou tout autre insecte se déplacent, les moyens naturels qui régulaient leur population ne se déplacent pas avec eux. Ainsi, s'ils se retrouvent dans la nature, ils peuvent devenir de véritables nuisibles. Ce sont des espèces invasives et dans la plupart des cas, les conséquences sont catastrophiques. À l'autre bout de Nairobi, Steve collectionne des papillons. Il a enregistré 200 des 900 espèces kenyanes dans son jardin. On peut attraper 25 ou 30 papillons dans un piège comme ça. Certains se vendent à des milliers d'euros. Mais il affirme que la vraie valeur n'est pas mesurable en monnaie. Nous devons apprendre en Afrique l'importance de préserver notre biodiversité, quelque chose qui a déjà été perdu en Europe et en Amérique du Nord. Ces insectes sont certes minuscules, mais ils sont devenus la proie d'un grand trafic mondial.
En Afrique du Sud, un radiotélescope géant attire des jeunes vers le cosmos. Son nom, MERCAT, inauguré en 2018 et situé dans la région de Karou. Ce super radiotélescope a placé le pays sur la carte de l'astronomie mondiale et aujourd'hui attire des chercheurs et étudiants du monde entier. Le récit de Laurent Berstécher. Des dizaines d'immenses paraboles blanches au milieu du désert qui sondent et scrutent sans relâche l'immensité de l'univers. Ce réseau d'antennes forme le super radiotélescope MERCAT, fierté des astronomes sud-africains. Le télescope MERCAT est un réseau de télescopes installés dans le Karou, un site de classe mondiale pour l'hébergement d'installations astronomiques. Il a été financé, conçu et construit par des agences sud-africaines. Au lieu de photographier le ciel comme un télescope classique, le MERCAT recense et capte les ondes radio émises par les étoiles et les galaxies. Depuis son inauguration en 2018, il a placé l'Afrique du Sud sur la carte de l'astronomie mondiale. Des centaines de bourses ont notamment été attribuées à des étudiants, doctorants et chercheurs pour venir y étudier l'espace. C'est le cas de Sifo Molefe, qui opère à présent les télescopes et capte quotidiennement des signaux émis par des astres situés à des années-lumière. Tout ce que nous apprenons ici est utilisé à l'échelle internationale. Nous avons donc le sentiment de contribuer à un environnement plus vaste en termes d'information et de développement technologique. Aussi impressionnantes soient-elles, les 64 paraboles du MERCAT ne sont que le début d'un projet encore plus vaste. Un observatoire censé relier des milliers d'antennes en Afrique du Sud et en Australie, dont la construction doit s'achever en 2030. Alors on termine avec la 3e édition des Flammes, les trophées du rap qui ont eu lieu mardi soir à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. Et parmi les vedettes présentes, Aya Nakamura, la franco-malienne, Tiakola, sacré artiste masculin de l'année, mais également la pépite du rap ivoirien Imra qui a enflammé la soirée en arrivant en moto telle une rockstar. Nos journalistes Aurélie Kouman et Yasmine Bakayoko étaient sur place. On écoute. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur et même c'est un rêve qui devient réalité. Donc merci à Dieu, quoi. Franchement, on est ensemble. On essaie de donner le maximum de nous-mêmes pour que ça résonne ici en Europe et dans le monde entier. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour donner de la force à tous ces artistes qui sont nominés, DJB, Imra, Denden, tous ces gens-là. On est là pour la culture. On sait qu'on est extrêmement suivi en Afrique. C'est une cérémonie qui a été montée par des gens aussi issus de la diaspora. On sait d'où on vient, on connaît nos origines. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Donc si demain je peux mettre en avant des artistes africains, je le ferai avec grand plaisir. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue. Chaque semaine, Marc Perelman reçoit en tête-à-tête une personnalité au cœur de l'actualité. La situation est très fragile. On parle d'une guerre et des combats actifs en ce moment. Pourquoi est-ce que ce pays est entré en crise? Il faut bien qu'à ce niveau-là, la vérité soit dite. La Russie souhaite aggraver la crise alimentaire mondiale. Les personnalités qui comptent s'expriment dans En tête-à-tête sur France 24 et France24.com. Prenez soin de votre santé et de l'environnement en regardant la météo avec le groupe Vive. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.